Cette vidéo est la deuxième partie du cours de théorie des mécanismes et elle fait appel à des notions présentées dans la première partie. Si vous souhaitez revoir le début du cours, vous pouvez retrouver le lien vers la première partie dans la description et dans les fiches. Bonjour à tous, installez-vous confortablement. Aujourd'hui, on va revenir sur le cours de théorie des mécanismes et particulièrement sur le troisième chapitre à propos du degré de mobilité d'un mécanisme. Pour définir le degré de mobilité, on va s'intéresser à un graphe de structure dans lequel on a n liaisons possédant chacune mk inférieure à 5 inconnus cinématiques. Alors on précise ici inférieur ou égal à 5 inconnus cinématiques, bien sûr, puisque si vous avez 6 inconnus cinématiques entre deux solides, eh bien cela veut dire qu'il n'y a pas de liaison entre ces deux solides. Et avec ces n liaisons, on suppose l'existence de gamma cycles indépendants, eh bien on va pouvoir définir le degré de mobilité comme étant le nombre entier m appartenant à n, tel que m est égal à ic moins rc, avec ic la somme des mobilités de chacune des liaisons, donc c'est-à-dire le nombre d'inconnus cinématiques du mécanisme, et rc le rang du système de ec égale 6 fois gamma équation issue de l'étude cinématique du mécanisme, c'est-à-dire issue des fermetures cinématiques. Et ce degré de mobilité, eh bien, il vérifiera toujours le fait d'être supérieur ou égal au nombre d'inconnus cinématiques moins le nombre d'équations cinématiques. M est donc égal à IC moins RC et supérieur à IC moins EC. On peut donc le voir comme le nombre d'inconnus cinématiques que l'on ne peut pas déterminer lors de la résolution du système homogène des 6 fois gamma équations linéaires à IC inconnu, ou bien on peut le voir encore une fois comme le nombre de paramètres cinématiques à imposer afin d'obtenir une solution unique pour ce système de 6 fois gamma équations linéaires de rang RC. Et puis en termes de vocabulaire, si m est égal à 0, alors on dira que le mécanisme est immobile, et réciproquement bien sûr, si le mécanisme est immobile, m est égal à 0, le nombre de mobilité du mécanisme est égal à 0 s'il ne bouge pas. Pour calculer le degré de mobilité, on va effectuer dans un premier temps les gamma fermetures cinématiques et écrire les 6 fois gamma équations scalaires faisant intervenir les IC inconnus cinématiques. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir mettre ces équations sous la forme d'un système linéaire avec une matrice A portant 6 fois gamma lignes pour les 6 fois gamma équations et IC colonnes pour les IC inconnus cinématiques. Cette matrice A sera prise en produit avec une matrice colonne possédant IC lignes pour chacune des inconnues cinématiques, et elle sera égale à un vecteur solution nul de EC lignes correspondant à tous les zéros des fermetures cinématiques qui ont été effectuées. Une fois qu'on a mis le système sous cette forme matricielle, eh bien on pourra utiliser l'algorithme du pivot de Gauss pour mettre la matrice A sous forme diagonale, et notamment en faisant ça, on va identifier un début de diagonale sur laquelle les pivots seront non nuls, et puis potentiellement sur la fin de la diagonale, quelques lignes avec des pivots nuls. Et ces lignes avec des pivots nuls vont permettre d'identifier les m mobilités du système. Le degré de mobilité du système pourra alors être calculé avec la relation que j'ai présentée tout à l'heure, c'est-à-dire m est égal à ic, le nombre d'inconnus cinématiques, moins rc, le rang du système. On peut s'intéresser à un exemple très simple. Voilà donc un système dans lequel on a un solide 2 qui est en liaison par rapport à un solide 1 par l'intermédiaire de deux liaisons sphériques au point A et au point B. Et on va essayer de déterminer le degré de mobilité de ce système. Donc pour faire ça, on va écrire dans un premier temps les torseurs cinématiques des deux liaisons en A et en B. Puisqu'on est ici sur des liaisons sphériques, eh bien on va retrouver les trois composantes de taux de rotation autour des directions x, y, z, que l'on note par convention P21, Q21 et R21, avec l'exposant 1 ou 2 selon que l'on s'intéresse à la première ou à la deuxième des deux liaisons. Et puis les liaisons sphériques bloquent toutes les translations. Donc en termes de vitesse, eh bien pour la liaison 1, la vitesse du point A dans le mouvement de 2 par rapport à 1 est nulle. Et pour la liaison 2, la vitesse du point B dans le mouvement de 2 par rapport à 1 est nulle également. Ensuite, on veut effectuer une fermeture cinématique. Alors ici, on n'a pas le choix, puisqu'on a un nombre cyclomatique qui est égal à 1. Toujours est-il que pour faire cette fermeture cinématique, il faut ramener les deux torseurs au même point pour pouvoir les sommer. Et donc on peut par exemple choisir le point A, et on exprimera la vitesse du point A dans le mouvement de 2 par rapport à 1 pour la liaison 2, à partir de la vitesse du point B dans le mouvement de 2 par rapport à 1 pour cette liaison 2, qui était nulle, plus le vecteur de déplacement AB en produit vectoriel avec le taux de rotation oméga 2 par rapport à 1. Et donc AB étant égal à L suivant x et calculé en produit vectoriel avec P21 de x plus Q21 de y plus R21 de z, on va retrouver le résultat qui est affiché ici, moins LR21 de y plus LQ21 de z.
Et puis ensuite, on peut effectuer une fermeture cinématique. Donc on va dire que le torseur cinématique de 2 par rapport à 1 pour la liaison 1, plus le torseur cinématique de 1 par rapport à 2 pour la liaison 2 est égal à 0. Ou bien une autre façon de dire, c'est que le torseur cinématique de 2 par rapport à 1 pour la liaison 1 moins le torseur cinématique de 2 par rapport à 1 pour la liaison 2 est égal à 0. Et tout ça nous conduit aux équations suivantes. P21,1 moins P21,2 égale à 0, Q21,1 moins Q21,2 égale à 0, R21,1 moins R21,2 égale à 0 pour les trois équations de résultantes. Et pour les trois équations de moment, on va retrouver une équation 0 égale à 0, une équation LR21,2 égale à 0, et une dernière équation moins LQ21,2 égale à 0. Pour mettre ce système sous forme matricielle, eh bien on va affecter à chaque colonne de la matrice A l'une des 6 équations P21,1 ou 2, Q21,1 ou 2, R21,1 ou 2, et l'on va construire notre matrice A en répartissant les coefficients. Donc la première équation nous donnera un coefficient 1 dans la colonne représentative de l'inconnu P21,1, et un coefficient moins 1 dans la colonne représentative de l'inconnu P21,2. Et puis de la même manière, pour la deuxième équation, on retrouvera le coefficient 1 pour la colonne représentative de l'inconnu Q21,1 et le coefficient moins 1 pour l'inconnu représentatif de la colonne Q21,2, et ainsi de suite. On arrive donc à ce système d'équations qu'il convient de mettre sous forme diagonale. Pour mettre ce système sous forme diagonale, on peut dans un premier temps inverser la ligne 4 et la ligne numéro 6, et on pensera bien évidemment, lorsque l'on inverse des lignes dans la matrice A, à inverser également les lignes correspondantes dans le vecteur solution. Alors ici, sur cette fermeture cinématique, ça n'est pas fondamentalement important, puisque le vecteur solution est un vecteur nul, mais on verra pour la détermination du degré d'hyperstatisme que cela pourra avoir une importance, puisque l'on aura un vecteur solution non pas égal à 0, mais égal aux actions mécaniques extérieures appliquées sur le solide considéré. Si on inverse donc la quatrième et la sixième ligne, eh bien le terme moins L qui est situé en cinquième colonne va remonter à la quatrième ligne. Et puis ensuite, pour finir la diagonalisation de ce système, on peut faire une permutation circulaire entre les colonnes 4, 5 et 6, c'est-à-dire ramener la cinquième colonne en quatrième position, la sixième colonne en cinquième position et la quatrième colonne en sixième position. On arrive donc finalement à ce système d'équations et l'on identifie immédiatement le rang de la matrice A', qui est égal ici à 5. Le rang de notre système est égal à 5 et le degré de mobilité est donc égal au nombre d'inconnus cinématiques. Grâce au vecteur inconnu, on identifie tout de suite le fait que le nombre d'inconnus cinématiques est de 6, moins le rang du système 5. Donc ce mécanisme possède un degré de mobilité qui est égal à 6 moins 5, c'est-à-dire 1. En l'occurrence, il s'agit bien sûr de la rotation du solide 2 par rapport au solide 1 autour de l'axe X. En suivant la même démarche, je vous invite à vous entraîner sur ce deuxième exemple pour déterminer donc le degré de mobilité d'un mécanisme qui serait tel que celui qui est présenté ici, avec un solide 2 en liaison par rapport à un solide 1 par l'intermédiaire de deux liaisons pivot-glissants d'axes parallèles, une première liaison d'axe AX, une deuxième liaison d'axe BX, et puis pour avancer la résolution, on rappelle simplement les torseurs cinématiques des liaisons pivot-glissants, les degrés de liberté en rotation et en translation autour de l'axe X sont autorisés. Donc pour cette liaison numéro 1, on va trouver au point A une vitesse de rotation P21,1 suivant X et une vitesse de translation U21,1 suivant X. Et pour la liaison au point B, eh bien c'est la même chose, on va identifier une composante P21,2 suivant X et une composante U21,2 suivant X. La question bien sûr est de déterminer le degré de mobilité M de ce mécanisme. Et puis on va terminer en faisant un dernier point sur la notion de mobilité, et notamment sur la distinction entre mobilité utile et mobilité interne. Le degré de mobilité totale d'un mécanisme, ça sera la somme des mobilités utiles et des mobilités internes, et on appellera mobilité utile le nombre de relations indépendantes entre les inconnus cinématiques d'entrée et de sortie du mécanisme, c'est-à-dire les relations cinématiques entre le paramètre d'entrée, le ou les paramètres d'entrée, et le ou les paramètres de sortie du mécanisme. Et puis on appellera mobilité interne le nombre de relations indépendantes entre les inconnus cinématiques des pièces internes au mécanisme. Ce sont des mouvements qui sont indépendants du fonctionnement global du système. Et typiquement, par exemple, quand vous avez un vérin dans un mécanisme, eh bien, il y a de grandes chances que la tige du vérin et ou le corps du vérin puissent tourner sur eux-mêmes sans gêner la translation de la tige du vérin. Et donc ces mobilités-là vont être considérées comme des mobilités internes, dans le sens où elles ne servent pas la fonction principale du mécanisme.
Dans la pratique, l'identification des mobilités va se faire à partir de l'analyse du mécanisme, et vous avez à votre disposition le dessin d'ensemble, le schéma cinématique, éventuellement des vues 3D du mécanisme. Et puis pour les séances de TP, vous avez aussi accès au système réel. Pour identifier les mobilités utiles, eh bien le point de départ, c'est d'identifier la chaîne cinématique du mécanisme, c'est-à-dire la chaîne d'énergie du mécanisme, donc depuis l'actionneur jusqu'à la sortie du mécanisme. Et puis, il va également falloir identifier les chaînes cinématiques de réglage, potentiellement, du système. Par exemple, sur le cas de la pompe dose hydro, eh bien vous avez une chaîne cinématique principale qui est la chaîne d'énergie du mécanisme, c'est-à-dire que la rotation du moteur va entraîner la translation alternative du piston. Et puis vous avez également une deuxième chaîne cinématique de réglage. La rotation de la came va limiter la course du piston. Donc voilà ici pour identifier les mobilités utiles. Et puis ensuite, il reste à identifier les mobilités internes, et pour ça le conseil c'est de regarder autour des liaisons qui possèdent plusieurs degrés de liberté. Typiquement, les liaisons pivot-glissant, sphère-cylindre et sphérique sont des liaisons qui peuvent être assez fréquemment associées à des mobilités internes. Ce qui est présenté ici, c'est une approche intuitive. Elle est donc limitée aux mécanismes peu complexes. Il faudra simplement faire attention, notamment dans la détermination des mobilités internes, à ne pas oublier certains degrés de mobilité qui pourraient ne pas apparaître immédiatement. Enfin, on peut terminer avec le cas particulier des chaînes ouvertes. Le nombre de mobilités totales M est égal à la somme des dimensions de l'espace vectoriel engendré par le torseur cinématique des solides I par rapport à I-1, et donc cela correspond à la somme des mobilités des N liaisons en série. On définira la notion de mobilité utile comme étant la dimension de l'espace vectoriel engendré par le torseur cinématique de la liaison équivalente à l'ensemble des liaisons. Et puis on définira les mobilités internes comme étant toutes les autres mobilités redondantes dans la chaîne cinématique étudiée.